En 2020, certains médias ont choisi de titrer sur l'exode des Parisiens juste avant les mesures de confinement décidées par le gouvernement en pleine crise sanitaire. Nous sommes en guerre. Ouais, enfin presque, hein, parce que quand on regarde bien cette situation où on voit les urbains fuir vers les campagnes, eh bien on ne peut pas s'empêcher de penser que ça n'a absolument rien de comparable avec le terrible exode de juin 40. Après je me trompe peut-être, hein, mais personnellement en tout cas j'ai vu aucun Stuka dans le ciel à la recherche de bobos à bombarder. Parce que l'exode, le vrai en 1940, a jeté quelques 8 millions de Français sur les routes sous le feu des bombardiers et dans le chaos le plus total. C'est pourquoi j'ai choisi de revenir dans cet épisode sur un traumatisme national souvent passé sous silence dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez tous vu comme moi ces scènes où les Parisiens s'entassent gare Montparnasse alors qu'on est en pleine crise sanitaire, hein, très intelligent, pour fuir vers la province et échapper au confinement urbain. Le tout pour déferler sur nos belles campagnes avec leurs pains sans gluten et se comporter comme des colons du XVIIIe siècle face aux Indiens d'Amérique, mais ça c'est une autre histoire. Enfin tout ça pour dire que cette fuite des bobos prête plus à sourire qu'autre chose. On a d'ailleurs vu défiler dans les différents nurchis sur Facebook pas mal de mèmes assez relevés. Je vais juste vous montrer mes préférés. Vous pouvez mettre pause. Donc voilà, je disais, tout ça prête beaucoup à sourire, plus à sourire qu'autre chose. Et puis cette mise au vert est sans commune mesure avec ce qui s'est passé il y a 80 ans. Je veux bien sûr parler du véritable exode, celui de 1940. Nous sommes alors en pleine avancée allemande, tout semble perdu, le gouvernement est sur le point de s'exiler à Bordeaux et les Parisiens se retrouvent livrés à eux-mêmes sans aucune information. Je dis les Parisiens, mais évidemment ils n'étaient pas les seuls dans cet exode. Il y avait aussi les Néerlandais, les Belges, les Luxembourgeois et toute la France, les populations du nord de la France. Si je parle des Parisiens, c'est parce que déjà ils étaient nombreux sur les routes, près de 2 millions sur les 8 millions de Français, et aussi pour faire un parallèle grotesque ou tragique avec aujourd'hui. Donc les Allemands foncent sur Paris, le gouvernement va pas tarder à se barrer à Bordeaux et la peur commence à monter. Le 3 juin, la Luftwaffe bombarde la banlieue et les quartiers ouest de la capitale, ce qui déclenche la grande fuite. En 5 jours, Paris se vide des 3/4 de ses habitants. Contrairement à aujourd'hui, cette peur était totalement légitime et justifiée. Parce qu'aujourd'hui, c'est certes compréhensible avec le coronavirus, mais c'est avant tout une question de confort. En juin 1940, les Parisiens et les Français en général avaient un vif souvenir des atrocités commises par les Allemands à l'été 1914, donc Première Guerre mondiale. Les villages détruits, les viols, les boucliers humains, les fusillés, les déportés, tout ça est encore dans les mémoires. Enfin, à l'époque, hein, c'était encore dans les mémoires, parce qu'aujourd'hui, apparemment, on veut partager la dissuasion nucléaire avec les Boches. Et comme si ça ne suffisait pas, ces souvenirs de la Première Guerre mondiale, il y avait aussi des exemples plus récents, par exemple le bombardement de Varsovie en 1939, ou encore celui sur Rotterdam le 14 mai 40. Alors forcément, quand les premières bombes commencent à tomber, 2 millions de Parisiens se jettent sur les routes. Les plus riches sont les premiers à partir en voiture, les autres prennent d'assaut les gares, qui sont obligés d'affréter des trains à bestiaux pour évacuer tout le monde, des bagarres éclatent pour avoir les dernières places, le reste, les paysans et les plus pauvres, prennent la route à pied dans le chaos le plus total et sans savoir où aller. Aujourd'hui c'est simple, les paysans et les classes populaires, les vrais, à Paris, il n'y en a plus. Comme ça c'est réglé et ça fait une autre différence avec l'époque. Enfin voilà, en ce mois de juin 1940, Paris et la France inondent les routes. Mais n'allez pas vous imaginer une petite randonnée tranquille. On l'a oublié aujourd'hui, on l'a sorti de nos mémoires, de notre inconscient national, mais c'était épouvantable. Sur les routes, c'est le chaos, la panique, la peur. Et à cela venait s'ajouter la faim, la soif et surtout les bombardements de la Luftwaffe. Madame Jouclard, dans la Creuse, nous décrit ces scènes horribles. Je cite: « Il y avait les avions qui passaient, les gens étaient obligés de se coucher dans les fossés ou de se cacher dans les bois. Un petit garçon qui avait vu sa mère tuée était accouru pour savoir ce qu'elle avait et s'était fait tuer en se penchant sur elle. Ce convoi désespéré et muet croise aussi des soldats en déroute, ce qui vient rajouter à l'anxiété générale, au sentiment que tout est perdu. On avance en moyenne de 5 km par jour dans un gigantesque embouteillage, le tout sous les bombes, sans savoir où aller, et, je ne l'ai pas précisé, sous la canicule. Jean Lamberty, dans ses mémoires d'anciens du STO, nous raconte, je cite: « Hommes, femmes de tous âges, garçonnets, fillettes, avançaient au milieu des voitures dont les moteurs fumaient, saouls de surplace,
ou des charrettes tirées par des chevaux, la tête baissée presque à ras de terre, comme s'ils avaient honte de ce qu'on leur faisait faire. Ils poussaient des vélos, des motocyclettes rendues inutiles, des brouettes chargées comme des camions de déménagement, des landaux ou des bébés entassés sans précaution risquaient d'étouffer, des chariots de toutes sortes ou des vieillards empotés comme des végétaux, brinque-ballets, les yeux vides, presque éteints, aux côtés d'infirmes pétrifiés de terreur. Le 14 juin, Paris est déclarée ville ouverte pour lui éviter la destruction. Les Allemands font leur entrée dans la capitale, quasi déserte, et au désespoir vient alors s'ajouter la sidération. La France, la meilleure armée du monde, a perdu la guerre en 6 semaines. Paris n'est évidemment pas la seule ville à se vider de ses habitants. Jean Moulin, qui était alors préfet d'Eure-et-Loir, constate la même situation à Chartres. Je cite, « Il ne reste plus que 700 à 800 habitants sur les 23 000 que comptait la ville. Il y a aussi à Lille. Lille n'a plus que 20 000 habitants sur 200 000. Tourcoing n'en a plus que 7 000 sur 82 000. Au total, ce sont 8 à 10 millions de civils qui fuient vers le sud et l'ouest, ce que Jean-Pierre Azéma appellera des exodiens. Ils représentent près du quart de la population française, livrés à eux-mêmes et sans destination précise. Je vous ai dit tout à l'heure que la situation était une tragédie et loin d'être une randonnée. Je vous ai parlé des bombardiers allemands, les Stuka, avec leur bruit terrible qu'on appelle les trompettes de Jéricho. Les Stuka allemands ne se sont pas gênés pour mitrailler les civils à basse altitude, larguer leurs 500 kg de bombes sur des femmes et des enfants, le tout pour un bilan difficile à chiffrer, mais ça se compte en milliers de morts. Je pourrais aussi vous parler des enfants disparus sur les routes, séparés de leur famille et qui ne retrouveront jamais leurs parents. Au total, la Croix-Rouge française estime à 90 000 le nombre de ces enfants perdus de l'Exode. Le 27 juin, la France se retrouve coupée en deux par une ligne de démarcation. Les Allemands vont alors organiser, pour des raisons économiques évidemment, le retour des populations qui ont fui la zone nord. C'est l'exode à rebours qui commence. Les Allemands mettent en place des trains, des aires spécifiques, et à Paris, on peut lire des affiches qui disent « Populations abandonnées, faites confiance aux soldats allemands ». Mais oui, bien sûr. La capitale est désormais ornée de croix gammées et remplie de panneaux indicateurs en français et en allemand. Sur le chemin du retour, c'est un autre spectacle de désolation qui s'offre aux populations de retour d'Exode. Jean Galtier-Boisser, patron du Crapouillot, écrit ces lignes, je cite, « Tout le long de la route, dans les fossés, des tanks calcinés et des autos abandonnées au cours de l'Exode, dont les pillards ont successivement enlevé les roues, le moteur, les portes et les banquettes. » Pour conclure, après vous avoir compté tout ça du mieux que je pouvais, je dirais qu'on ne vienne plus nous parler d'Exode en 2020 pour qualifier très maladroitement ce qui s'apparente davantage à une fuite de bobos citadins mis face à leurs propres contradictions et à leur propre mode de vie. Et aussi, au passage, qu'on ne vienne plus nous parler de guerre, parce que les mots ont un sens. Ils ont un sens au regard de l'histoire, ils ont aussi un sens au regard du droit. Et ça, c'est autre chose. Mais je dis juste ça comme ça. Mais qui dit crise, dit responsable. Et vu la situation actuelle, qui dit guerre, dit aussi tribunal militaire. Voilà. Depuis le début de la crise sanitaire, le mot d'ordre de TV Liberté est d'assurer sa mission de service public, c'est-à-dire de maintenir un travail de réinformation malgré des difficultés techniques, rédactionnelles et financières évidentes. Et dans ce contexte, il y a deux mots que je retiendrai. Tout d'abord, le dévouement des équipes de TV Liberté que je salue, et puis aussi la débrouillardise. Dévouement et débrouillardise sont de mise. Alors, notre effort de production s'est porté sur le maintien, la réalisation, la diffusion de notre journal quotidien sur l'actu virale, avec son complément ajouté le dimanche à partir de 12h et intitulé « L'essentiel ». L'effort aussi, c'est de maintenir immédiat l'émission de Nicolas Faure et Jean-Yves Le Gallou sur les mensonges des médias. Inutile de vous dire qu'il y a actuellement matière. Et puis l'effort, c'est aussi le maintien de nos émissions historiques comme La Petite Histoire de Christopher Lann ou culturelles, je pense à Perles de Culture avec Anne Brassier ou Le Plus d'éléments avec François Bousquet. Et puis enfin, et c'est pas le moindre de nos efforts, c'est la montée en puissance de notre fil d'actualité que vous retrouvez sur le site TV Liberté avec un S
.com, ce fil d'actualité, cette info en continu qui vous permet d'avoir des éléments que vous ne trouvez pas ailleurs. Depuis janvier, le traitement de la crise sanitaire par TV Liberté est exemplaire. C'est tous les efforts qui ont été menés par la rédaction et plus particulièrement par Élise Blaise. Ce travail, je le salue, et il a permis un grand discernement et il a permis surtout d'éviter plusieurs écueils. Je pense tout d'abord à l'hystérisation de la crise ou de la mise en scène de la crise par les médias mainstream. Je pense aussi au fait qu'il n'y a pas de parti pris idéologique tel qu'on le voit encore dans le mainstream, et surtout par la voix et la communication de nos pseudo-élites. Il y a aussi, on a évité aussi un autre écueil, c'est celui du silence. Le silence qui a été celui de la presse dans son ensemble devant les premiers errements et devant les premières incapacités, impérities de nos gouvernants, et enfin le silence qui s'est établi pourtant à travers un échec patent, un échec incroyable, c'est celui de la mondialisation heureuse que l'on nous a vendue depuis tant et tant d'années. Le sérieux et l'efficacité de TV Liberté se traduisent concrètement par une montée puissante des audiences. C'est simple, nous n'avons jamais, depuis la création de TV Liberté il y a 6 ans, atteint de telles audiences. Nous avons multiplié par 6, par 8, certains jours par 10 le nombre de vues et de consultations, notamment sur le site tvliberté.com. Mais au-delà de ce satisfait site, il y a quelque chose de plus important, de plus grand. Le coronavirus aura été finalement le révélateur de l'impasse mortelle du libre-échange, sans limite et sans frontières. Le modèle promu par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, ce modèle s'est effondré, ils sont à poil. Ils sont à poil. Il va falloir tout reconstruire contre ces élites mondialisées qui, selon les propres termes de Philippe Millot, le président de la chaîne, avaient fait sécession. Alors, nous allons vivre, bien sûr, des drames individuels et collectifs. Mais ensuite, il y aura une grande ardeur, une grande aspiration des peuples à créer un monde différent, où l'on relocalise les hommes, les services, les industries, où l'on rétablit des frontières nationales et continentale. Il y aura une volonté ardente de créer ce monde différent. Et dans ce moment-là, TV Liberté, qui est légitime dans ce combat de renaissance, qui est légitime dans ce combat de réarmement, sera présent. Il sera là. Demain appartiendra à la presse alternative. Mais pour cela, bien évidemment, il y a 2 conditions essentielles, vitales. Il faut que la communauté des téléspectateurs se mobilise et reste mobilisée autour de TV Liberté. C'est le cas et les chiffres d'audience le prouvent et nous nous en félicitons. Mais au-delà, il faut aussi que tous ceux qui soutiennent financièrement, notamment TV Liberté, continuent de le faire sans me lire. Sans me lire, c'est à ces conditions que l'avenir de TV Liberté sera assuré. Il y a quelques jours, il y a 15 jours de cela, un mot d'ordre à TV Liberté, nous maintiendrons. Eh bien, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est préparons-nous à demain. Merci de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, soyez prudents et prenez soin de vous.